Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du comité permanent du conseil municipal sur les stratégies et les politiques publiques. Alors, en début de réunion, je voudrais signaler que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaboré de façon conjointe avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la cession de territoire ou de ressources, mais reconnaissaient en fait le titre de Mi'kmaq établissant les règles concernant ce qui devait être des relations durables entre les deux parties. Alors, ceci étant dit, à la réunion du comité permanent du conseil, essentiellement, on n'est pas ici pour prendre des décisions, on est ici pour écouter des présentations de différentes sortes, soit du personnel qui viennent présenter des projets pour discussion ou encore ou autres présentations du public, des organismes avec qui nous avons des intérêts communs. Alors, ceci étant dit, on va débuter avec la première présentation de l'Hospice du Sud-Est du Nouveau-Brunswick et Mme France Leblanc est ici avec nous pour nous en parler. Bonsoir. Justement, bonsoir. Merci pour l'accueil chaleureux. Puis, comme mentionné, nous, c'est vraiment une mise à jour de le progrès qu'on a atteint durant les dernières années et aussi notre programmation communautaire qui est vraiment au cœur de l'Hospice Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Donc, pour un peu de contexte, moi, c'est France Leblanc. Je suis la directrice générale de l'Hospice. Je devrais commencer par ça. On passe beaucoup de temps comme communauté à planifier le mariage, les études, les enfants, mais qu'est-ce qu'on ne planifie pas, c'est la fin de vie. Souvent. Puis, l'Hospice Sud-Est du Nouveau-Brunswick veut aider les gens du Sud-Est du Nouveau-Brunswick à justement considérer les problématiques de fin de vie. Parce que, comme on dit, nous, on voit les résultats quand ce n'est pas fait, puis on veut certainement aider à commencer la conversation. Donc, qui nous sommes comme organisation? On est une organisation sans but lucratif qui a été créée en 2004 par des bénévoles pour faire de la sensibilisation pour les conditions de fin de vie. Depuis, on a une programmation communautaire, on fait des visites amicales à domicile, on a beaucoup de groupes de soutien pour le deuil, la formation pour les bénévoles, mais aussi, ça a été un rêve de longue date d'avoir un hospice résidentiel ici au Sud-Est du Nouveau-Brunswick qui, heureusement, s'est fait et a ouvert ses portes en 2021. Mais je vais vous en parler un peu davantage. Mais quand on parle des soins palliatifs, on parle de quoi? Bien, c'est des soins spécialisés pour les gens qui ont un diagnostic de fin de vie. Puis vraiment, l'accent, c'est sur la qualité de vie et le confort de la personne et non nécessairement le traitement de la condition même. Quand on accueille un résident, on accueille non seulement le résident ou la résidente, mais la famille en tout entier. Donc, c'est une approche très différente de peut-être d'autres organisations. Puis, c'est vraiment approprié à tout âge puis à toute condition. On accède les soins palliatifs dans différents contextes dans notre communauté, dont à la maison, avec l'extramural, le programme d'extramural, dans les hôpitaux pour les conditions plus complexes qui le nécessitent, les hospices résidentiels et autres comme les foyers de longue durée. Et comme mentionné, la priorité, c'est vraiment le confort. Donc, comme j'ai mentionné, après une campagne de financement assez ambitieuse dont la Ville de Dieppe a contribué, donc on vous en très reconnaissant, mais aussi toutes les municipalités du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, on a finalement accueilli le premier ou la première résidente en juillet 2021. Et depuis, on a accueilli au-delà de 200 personnes et leurs familles. Donc, on souhaite en accueillir beaucoup, beaucoup plus dans les prochaines années. Puis, comment on se distingue? On est au 156 Pleasant. Donc, pour les gens qui sont originaires de la région, c'est passer le Fabricville. On est vraiment niégé dans un espace résidentiel, puis c'est très calme. On est intégré avec le programme de l'extramural. Donc, l'idée, c'est d'aller de la maison à la maison, Albert. Donc, si vous venez visiter, puis si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous invite certainement. C'est très
C'est très confortable comme environnement. Ça a vraiment des touches personnelles comme on a à la maison. On invite même les gens d'emmener leurs animaux domestiques, leurs meubles s'ils veulent. Donc, on essaie de vraiment personnaliser. On dessert les 3 comtés de Albert, Kent et Westmoreland. Donc, on a une grande région. Je dirais qu'on fait une vraiment bonne job avec Westmoreland, puis il faut vraiment faire des efforts pour s'assurer qu'il y a un accès équitable à travers la région. Puis c'est certains de nos efforts. Je dis toujours, ce serait peut-être pas la meilleure idée d'ouvrir durant une pandémie, mais même là, c'était le timing, mais là, c'est ça, on s'en va en communauté pour s'assurer qu'il y a un accès équitable. On a 10 lits pour résidents. On a aussi 4 chambres pour les familles. Donc, pour les familles qui voyagent de peut-être plus loin ou qui viennent d'autres villes ou d'autres régions, ils peuvent rester chez nous gratuitement. C'est une expérience comme un hôtel. Il y a des salles de toilettes privées, beaucoup d'espaces familiaux qui peuvent partager, cuisine, etc. Puis, une des choses qui fait la plus grande différence, je vais vous dire, c'est les repas. Donc, on a 2 cuisiniers qui font des repas à la maison. Tout est personnalisé. On apprend à connaître les gens avant qu'ils y arrivent, puis on réplique même des recettes familiales au possible. Donc, c'est vraiment hautement personnalisé. Je vous rembourserai votre clicker si je l'ai brisé. Non, ça va aller. Je vais juste continuer. C'est ça. Donc, juste quelques photos pour vous. Il y a des critères d'éligibilité comme n'importe où. On reçoit la grande majorité des personnes. Il y a juste vraiment quelques exceptions, les gens qui sont peut-être très mobiles ou agités. On n'a pas de sécurité nécessairement, puis notre personnel est relativement petit. Donc, on a des limites au niveau de certaines conditions. Les gens qui nécessitent des soins plus réguliers, qui doivent se déplacer aux hôpitaux, par exemple, ou des conditions complexes. Donc, il y a certaines procédures qu'on ne peut pas faire, mais la grande majorité, on peut. Chez nous, tout se passe en équipe, comme chez vous, je suis certaine, que ce soit notre équipe clinique, le personnel ménager ou nos cuisiniers, tout travaille vraiment en équipe, puis on apprend vraiment à connaître les gens. Puis ça inclut nos bénévoles. Donc, on a plus de 150 bénévoles qui œuvrent au sein de l'organisation, dont plusieurs personnes de la ville de Dieppe, sans doute. Puis, on fait des visites amicales dans les domiciles. Il y a aussi à l'accueil, à la maison Albert, dans la cuisine, aussi à la boutique Hospice Shop, qui est une entreprise sociale qui nous aide à financer les services desservis. Voilà. C'est présentement au 164 Collisha, chemin Collisha, mais on cherche à créer d'autres places, dont Dieppe est possiblement, on a déjà une conversation préalable avec Robert Audoux, potentiellement. Puis aussi notre loterie 50-50, qui est une autre manière qu'on appuie les efforts. Mais qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, c'est vous parler de nos services communautaires qui sont vraiment, comme j'ai dit, au cœur de l'organisation. Depuis ses débuts, on fait des visites à domicile, on fait de la formation pour ses bénévoles. On fait beaucoup de groupes de soutien aussi pour le deuil. On fait aussi des drop-in pour le deuil. Donc, c'est des gens qui sont peut-être pas nécessairement en crise, mais ont besoin un petit peu plus d'appui, peuvent venir nous voir, soit à Moncton ou à Shediac Cape. On a aussi des cafés de la mort, beaucoup d'éducation publique. Donc, je parlais justement à M. Leblanc. On a fait une présentation à la bibliothèque de Dieppe, puis on souhaite en faire d'autres à l'automne dans le cadre de la Semaine des années. Parce que c'est vraiment important de continuer ces conversations-là. Puis, on a reçu du financement pour un programme qui s'appelle NavCare. Puis, essentiellement, c'est des bénévoles qui sont des navigateurs des services pour les gens qui ont des conditions chroniques ou qui limitent l'espérance de vie. Donc ça promet beaucoup. C'est une première au Nouveau-Brunswick. On est vraiment excités d'avoir eu du financement puis pouvoir lancer d'ici la fin de l'année. Donc, voici mon information si vous avez des questions, mais ça me ferait plaisir de répondre si vous avez des questions aujourd'hui. Merci beaucoup pour la présentation. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Godet. Merci, Monsieur le maire. Moi, juste un commentaire à question. Moi, j'ai été visiter une personne qui était là, puis j'ai trouvé que c'était très bien. C'est pas comme un hôpital, c'est comme tu es chez vous, tu as ton meuble. Le service, tu pars où tu veux pour manger. Puis c'était tout le temps pas mal plein.
la chambre de vent? Ça dépend évidemment par la nature des soins. On a une capacité de 10 lits. Donc, on essaye d'avoir 80 à 90% de rempli, mais ça dépend vraiment des admissions. On est aussi intégré avec l'extramural. Donc, l'extramural aide avec le côté admission. Donc, on travaille collaborativement. Donc, c'est sûr qu'il y a des limites aussi de s'assurer qu'il y a une coordination qui se passe entre les deux organisations. Y a-t-il des plans dans le futur d'avoir un autre maison de même? Peut-être pas une maison Albert, mais peut-être un site alternatif. Donc, on explore des possibilités d'avoir un réseau d'hospices résidentiels à travers la région. Il y a un modèle, par exemple, à Miramichi, où ils sont dans un foyer de longue durée. Donc, ils ont une aile partie du foyer. Donc, au lieu de développer un nouveau bâtiment qui pourrait être possible, mais il y a d'autres modèles alternatifs qu'on explore. Anyway, c'est juste pour dire que c'est vraiment bien. Merci. Merci bien. Autres questions? Je vois pas d'autres questions. Alors, merci pour la présentation. Merci. On a, je sais que ça fait déjà plusieurs discussions qui ont pris place avec la ville de Dieppe et vous autres. Puis on va continuer à voir ce dossier-là avancer. Merci, Monsieur le maire. J'invite qui que ce soit de venir faire une visite si ça vous intéresse. Merci bien. Alors, le deuxième groupe. On va recevoir une présentation de l'Université de Moncton concernant la campagne Évolution et on a le privilège d'avoir le recteur, M. Denis Prudhomme, grand citoyen de la ville de Dieppe. C'est un plaisir de vous recevoir dans votre hôtel de ville. Merci, Monsieur le maire. Ça me fait plaisir de vous faire une mise à jour au niveau de l'Université de Moncton. Alors, je pense que ce qui est nouveau, c'est le lancement de notre nouvelle stratégie Cap sur l'avenir 23-28. Comme vous savez, l'Université de Moncton a été créée en 1963, donc c'est notre 60e anniversaire cette année. On est toujours bien ancré au niveau de la recherche, l'enseignement, également avec les contributions au niveau des communautés dans lesquelles se situent nos 3 campus. La stratégie a eu lieu, la consultation a eu lieu au cours de la dernière année. Tout près de 2600 personnes ont participé à travers différentes activités. Tout près de 63 représentants de différents organismes. Puis je tiens à souligner la participation du maire Lapierre qui a participé au début dans le lancement des idées et puis également pour la validation de certains grands chantiers qui ont été retenus. Et donc, une cinquantaine de rencontres pour nous amener à avoir une nouvelle vision de l'Université de Moncton qui est... Par son influence, l'Université de Moncton veut être la référence en matière de transformation des sociétés. Depuis mon arrivée, c'est clair que l'Université de Moncton a joué, depuis sa création, un rôle très important au niveau du développement du Nouveau-Brunswick, particulièrement au niveau de l'Acadie et de la francophonie, et ça dans chacun des milieux. L'impact financier de l'Université de Moncton, je l'avais mentionné l'an passé, c'est d'au-delà de 1,5 milliard en termes de fonds au niveau de l'impact économique, en plus des impacts, évidemment, sociaux sur le plan de la formation de la main-d'œuvre, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des services communautaires. Au niveau de la mission, bien, on a réaffirmé dans notre mission que l'Université de Moncton est acadienne et de langue française. Et donc, on veut se consacrer à l'avancement des connaissances, mais surtout au-delà de la formation en termes de transfert des connaissances et des compétences chez nos étudiants. On veut mettre une emphase et se distinguer par le développement de la créativité et de l'engagement communautaire chez nos diplômés. Et ça va passer par des stratégies pédagogiques qui vont être mises en place au cours de la trajectoire de nos étudiants tout au long de leur formation. Nos 2 cibles stratégiques, évidemment, augmenter, accroître l'attractivité de l'Université de Moncton, à la fois pour les diplômés du secondaire du Nouveau-Brunswick, également par rapport à recruter davantage
d'étudiants en provenance du Canada, principalement des provinces maritimes, et également continuer notre développement au niveau de l'international. Nos fils stratégiques, on veut être université réseau avec nos 3 campus, ce qui veut dire également mettre en commun nos expertises sur nos 3 campus pour augmenter en termes d'efficience opérationnelle. Mettre en emphase, être un leader dans le domaine de l'équité, diversité, inclusion et décolonisation. On voit l'importance de ce débat, de cet aspect-là de notre stratégie, considérant les discours qu'on entend sur le plan provincial. Il demande d'avoir un engagement éco-responsable, donc prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'ils vont protéger et diminuer notre empreinte de carbone. Nous allons déposer à ce sujet-là un plan d'action climatique au Conseil des gouverneurs au mois le 10 juin prochain, dont avec un objectif d'être carboneutre d'ici 2040. Évidemment, poursuivre l'aspect de collaboration, donc de prise de décision à la fois collaborative et participative. On a établi 5 grands chantiers. Donc, on veut avoir un milieu de vie stimulant, redonner le campus aux étudiants qui puissent faire des activités parascolaires et également ouvrir le campus à la communauté pour différents types d'activités. Chantier talent, comme toute entreprise, on a des défis de recrutement à tous les niveaux. Alors, de recruter les meilleurs étudiants, mais également les meilleurs professeurs, les meilleurs chercheurs au sein de l'université, de même que nos employés administratifs. Au niveau de l'enseignement, je l'ai mentionné, vraiment un accent sur la créativité et augmenter notre volume de recherche au niveau universitaire. Présentement, on travaille avec une 40aine d'entreprises, organismes dans le développement, de les soutenir pour développer leurs opérations, faire en sorte d'augmenter l'efficience au niveau des différentes entreprises, particulièrement au niveau de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Également la robotique. On a ouvert un nouveau laboratoire de robotique, d'enseignement, de mise à niveau à Shippagan pour aider les entreprises dans le domaine de la transformation, par exemple, des produits de la mer, en raison aussi de la pénurie de main-d'œuvre. Et au niveau communautaire, on veut établir vraiment une relation bilatérale avec nos communautés. Donc, que le campus, que l'expertise qu'on retrouve au niveau de l'université soit mis à profit à différents projets communautaires et d'offrir également des emplacements pour des organismes communautaires qui sont disponibles sur le campus, et ça en éliminant les barrières qui ont été souvent critiquées au fil du temps. Évidemment, comme tout organisme, on veut gagner en efficience organisationnelle, accélérer la prise de décision. Présentement, le calendrier universitaire il ressemble plus à 18 mois que 12 mois. Et donc, on veut le ramener à prendre nos décisions dans un temps acceptable, à la fois au bénéfice des étudiants et de la communauté. Des bonnes nouvelles, au niveau de l'attractivité, depuis les 5 dernières années, on a vu une augmentation de l'ordre de 22 % de notre clientèle étudiante. C'était majoritairement au cours des 3 dernières années le fruit de l'augmentation de nos étudiants internationaux. On avait vu une baisse, comme vous voyez avec la ligne en bleu, une légère baisse au niveau des diplômés du Nouveau-Brunswick, et ça nous inquiétait. La bonne nouvelle, c'est que cette année, on a fait au-delà de 150 offres, plus d'offres à la même date que l'an passé pour nos diplômés du Nouveau-Brunswick, puisque depuis la fin des mesures pandémiques, nos recruteurs sont maintenant de retour dans les polyvalentes, dans les écoles secondaires, ce qui favorise le recrutement des étudiants du Nouveau-Brunswick. À mon arrivée, j'avais un objectif d'augmenter de 1000 étudiants d'ici 5 ans. Après 3 ans, on est légèrement au-dessus de notre cible. Et avec les données qu'on a cette année, on s'attend encore une fois à avoir une augmentation de l'ordre de 4-5 % au niveau de la population étudiante. Évidemment,
une des raisons qui favorise ce recrutement-là, c'est la qualité de l'enseignement qui est offert à l'Université de Moncton. Ici, on a des résultats d'un sondage auprès des étudiants de première année qui a été effectué en 2022 par le Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires. Sur 10 indicateurs, je vous en présente 3 ici, mais sur 10 indicateurs sur la qualité de l'enseignement, l'Université de Moncton se retrouve au-dessus de la moyenne canadienne. Alors ici, lorsqu'on regarde que les professeurs encouragent les étudiants à participer aux discussions, font des commentaires utiles sur mes travaux, veillent aux intérêts des étudiants, on s'aperçoit que l'Université de Moncton est de 7 à 14 % au-dessus de la moyenne canadienne. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que 93 % de nos étudiants de première année nous disent qu'ils sont satisfaits ou tout à fait satisfaits de la qualité de l'enseignement et que 92 % rapportent que l'Université de Moncton atteint ou dépasse leurs attentes. Alors, on est sur la bonne voie. Particulièrement, ces résultats-là ont été obtenus dans le cadre de la pandémie également. On était dans une approche hybride, donc qui démontre la qualité de la formation qui est offerte. Et avec la stratégie, on veut sûrement l'amplifier, faire en sorte que l'Université de Moncton, ça devienne le premier choix de tous les diplômés qui graduent au niveau secondaire, puis d'attirer davantage d'étudiants de l'extérieur de la province, particulièrement du Québec et de l'Ontario. Notre population étudiante, tout près de 56 % du Nouveau-Brunswick et 32 % des étudiants internationaux. Au campus de Moncton, c'est autour de 27 % d'étudiants internationaux, alors que sur nos campus de Shippagan et d'Edmundston, c'est 50-50, 50 % internationaux, 50 % d'étudiants du Nouveau-Brunswick. Et ça, c'est un reportage qui a été fait sur l'université qui démontre l'intégration de nos étudiants internationaux au sein des différents campus de l'Université de Moncton. Sur le plan financier, les nouvelles également sont bonnes, tout comme le budget de la Ville que j'ai vu passer la semaine passée. Donc, un léger surplus d'environ 1 million de dollars là, pour les 3 campus. Comme vous pouvez voir, il y a quand même des déficits qui ont été accumulés au fil du temps dans des périodes un peu plus difficiles, mais avec la croissance qu'on a sur nos 3 campus, puisque le campus de Shippagan puis d'Edmundston sont d'au-delà de 500 étudiants, ce qui sont des nombres qui sont parmi les plus élevés depuis de nombreuses années. Donc, ça devrait se normaliser au cours des 2 prochaines années. On devrait se retrouver avec un déficit accumulé effacé et des légers surplus. C'est le principal défi, c'est la mise à niveau de nos infrastructures. Ce que vous voyez ici, c'est les investissements qui seront nécessaires au campus, sur les 3 campus, sachant que l'Université de Moncton, on arrive à la 60e année, donc plusieurs des édifices ont été construits dans les années 70, donc qui nécessitent des mises à niveau essentielles selon les normes d'amélioration et de maintien. Alors, on a environ près de 114 millions sur les 10 prochaines années à investir, considérant que le gouvernement provincial nous accorde à peu près 1 million par année et qu'on doit donc puiser dans d'autres fonds et d'attendre des opportunités également du gouvernement provincial ou fédéral là, pour pallier à ce niveau-là. Cette année, on va investir tout près de 10 millions là, en mise à niveau. Entre autres, rénovation complète là, de la salle de théâtre Jeanne de Valois, par exemple. On va investir tout près de 3 millions là, pour la mettre à niveau. Puis elle sera également disponible pour la communauté. Enfin, je vous rappelle les axes de recherche de développement, donc études acadiennes des milieux minoritaires et tout le secteur de la santé. On envisage de créer un institut de recherche de la santé ici, en combinant les ressources à Georges Dumont, Vitalité, Centre de formation médicale et à l'université, devrait être en mesure d'annoncer ce lancement-là à l'automne prochain. Et on maintient également nos 2 créneaux là, sur les aspects technologie d'information, donc intelligence artificielle et robotique, et l'optique et les matériaux de pointe. En ce qui concerne la ville de Dieppe,
on voit ici vos contributions qui sont excessivement appréciées par l'université, surtout par nos étudiants qui ont bénéficié à la fois des bourses d'études, mais également des améliorations au niveau de nos infrastructures. Donc, une contribution assez importante, tout près de 1,3 million au cours des 3 campagnes. La valeur marchande au 30 avril est autour de, ça c'est les fonds qui sont mis en fiducie, au-dessus de 600 000, qui fait en sorte qu'environ 4 étudiants et étudiantes qui ont reçu des bourses de plus de 5 200 $, qui couvrent presque leurs frais de scolarité pour l'année. On offre également, à l'aide de vos contributions, des fonds de bourse pour les Aigles Bleus, qui atteint tout près de 166 000 $, qui permet encore une fois à 2 étudiants de recevoir des bourses de l'ordre de 3 500 $. Il y a eu un engagement de dons pour le Carrefour international des études acadiennes. Pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils ont été sur le campus, si jamais vous allez prendre une marche, allez visiter le Carrefour international. On investit tout près, encore une fois, de 3 à 3,5 millions, je crois, qu'on a investi, qui fait en sorte que c'est un milieu d'études très apprécié de la part de nos étudiants, très fréquenté par nos étudiants. Puis il y a 2 salles permanentes également d'exposition, salle pour nos 2 anciens chanceliers et chancelières, Mme Antonine Bayet. On a le loisir d'avoir son bureau de travail, ses manuscrits originaux, et également le bureau de M. Lévesque, qui est en exposition là, permanente là, au niveau du Carrefour international. Ce n'est pas juste les emplacements d'étudiants au niveau du Carrefour. Vous savez que tout le Carrefour, on a également l'endroit des archives acadiennes. Et on a pu, avec les investissements, augmenter la technologie et la numérisation de tous les documents qui étaient préservés sous forme papier au niveau des archives acadiennes, donc à haut risque d'être affectés par la température, etc. Et donc, ça permet une conservation beaucoup plus sécuritaire au niveau des documents et également augmenter la capacité de recherche, là, tant pour nos professeurs que pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent venir faire de la recherche sur leurs ancêtres. Je termine avec 3 projets majeurs. Nous avons un projet d'une résidence, d'expansion de résidence au campus d'Edmundston. Au niveau du campus de Moncton, on a déposé une demande auprès du gouvernement provincial et fédéral pour une mise à niveau, rénovation majeure au niveau du Centre d'éducation physique et des sports. Et on a complété l'an passé une rénovation majeure au niveau du campus de Shippagan, tout près de 2 millions de dollars. Donc, à venir, on dépose notre plan d'action, même si plusieurs de ces actions-là ont commencé. Je vous ai mentionné les plans d'action climatique. Et on réfléchit beaucoup à exploiter le campus en termes d'offrir la possibilité de faire des constructions, de densifier la région du campus avec du logement abordable qui serait mixte, c'est-à-dire à la fois pour nos étudiants, mais aussi pour la population en général, particulièrement ceux qui sont avec des ressources moins nanties, dans un concept aussi d'ouvrir les portes de l'université aux enfants, adolescents de ces gens-là pour les amener à les sensibiliser et voir l'université comme étant une aspiration possible pour ces jeunes enfants de familles plus défavorisées. Merci. Alors, merci beaucoup. Question de la part des membres du Conseil, M. Lanteigne. Merci, M. le maire. Merci, M. Prudhomme, pour la présentation. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'université. Une question, j'avais entendu des rumeurs à un moment donné qu'une nouvelle construction de l'aréna Jean-Louis Lévesque, est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est une rumeur fondée, premièrement, puis est-ce que ça ferait partie des travaux de 127 millions avec le CEPS? Au niveau de l'aréna Jean-Louis Lévesque, c'est est présentement à la fin de sa vie et c'est une infrastructure qui dépense beaucoup d'énergie, qui est très énergivore.
Donc, dans le projet du CEPS, on va aussi comprendre une surface glacée, et ce qui va faire en sorte qu'il va libérer l'infrastructure de l'aréna actuelle. Il y a deux projets ou deux idées qui circulent. L'une, ce serait de recycler l'aréna Louis-Lévesque avec du logement abordable. On a déjà fait un peu de design pour voir les possibilités avec une zone intérieure qui serait à la fois communautaire, qui pourrait servir également pour offrir des services communautaires. Elle pourrait également, l'autre projet, ça serait d'utiliser la surface pour du pokéball, des activités de tennis, etc. Donc, des activités sportives. Ça, c'est l'autre option qui est sur la table. C'est à peu près avec ces deux options-là qu'on... Puis on regarde quoi en termes de temps ou d'années de voir ces projets-là se réaliser, comme avec le CEPS, par exemple, et la nouvelle arena? Bien, le CEPS, du moment où on a le financement, ça peut prendre à peu près 3 ans avant qu'on puisse mettre tout ça en place. Parce que ça inclut... Le CEP inclut la surface glacée, mais également un endroit pour le soccer intérieur, un nouveau gymnase pour libérer le gymnase actuel pour la communauté, pour l'accès à la communauté. Dans le CEP également, il y a une clinique de gérontologie, donc personnes âgées, santé mieux-être, avec une clinique médicale et également renouveler la piscine pour la ramener à... Parce que présentement, elle est à 35 mètres, point que. Alors qu'une piscine réglementaire, c'est 50 mètres ou 25 mètres. Donc, on la ramènera à 25 mètres avec un bassin d'animation pour les enfants. Et il y aurait également une nouvelle piste, encore une fois, qui présentement, elle est à 67 mètres, alors qu'une piste intérieure, c'est 200 mètres. Donc, on ferait vraiment une piste de 200 mètres avec toute une mise à niveau des facilités pour le conditionnement physique pour la population en général puis pour nos étudiants. Donc, ce serait vraiment une mise à niveau assez importante parce qu'on veut en faire vraiment une porte d'entrée vers la communauté. On veut ramener la jeunesse et organiser des activités sportives sur le campus, faire connaître l'Université de Moncton, faire en sorte que ça devienne leur premier choix quand va venir le temps de choisir l'université. Excellent, merci beaucoup. C'est vraiment un beau projet. Puis, entre-temps, on a une belle arena ici, si jamais vous avez besoin d'ici là. Je dis juste ça comme ça, là, en passant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres intervenants. Alors, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser un peu de ce qui se passe sur le campus, sur les campus de l'Université de Moncton. Évidemment, localement, on est beaucoup plus intéressé aux nôtres, là, mais comme sans doute nos collègues de Shippagan et d'Edmundston. Encore une fois, merci beaucoup pour tout le développement que vous êtes en train de mettre en place. Je suis convaincu que ça va être un succès, puis on sera là quand le temps viendra, comme toujours. Alors, au nom de mes collègues de l'Université de Moncton, puis également des étudiants, on vous remercie grandement pour votre support. Merci. Merci. Alors, nos troisième intervenant, le club extenso de gymnastique rythmique. Mon dos me fait mal juste à dire les mots. J'ai peut-être besoin de petit coaching. Monsieur Melançon, bonsoir. Gauche à droite. Elle me délaisse. Je l'avais apportée pour du support moral, mais pourtant, c'est elle qui est en forme.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'opportunité de venir vous présenter notre beau club Extenso Gymnastique rythmique. Je me présente, Josée Leblanc, je suis la présidente du comité exécutif de ce beau club. Et puis ce soir, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait, nos réussites de la dernière année, nos objectifs pour l'année suivante, et puis quelques défis, toujours, et nos belles réussites. Alors, assez rapproché, merci. Comme vous pouvez voir, Eliane, c'est une de nos gymnastes dans le club. J'ai cru bon la porter avec moi. C'est aussi la version 2.0 de moi. Alors, vous verrez peut-être certaines ressemblances familiales. Elle est peut-être sur quelques photos aussi. Alors, parfait. Alors, on va commencer par... C'est pas la première fois que je présente à ce comité. Alors, je ne sais pas sûrement que vous vous souvenez de moi et de notre club. Alors, je commence par vous présenter un peu qui est Extenso, qu'est-ce qu'on fait. On a pignon sur rue maintenant ici à Dieppe, dans un bel édifice dont on a pu faire le partenariat avec un développeur régional qui a bien voulu construire un édifice avec nos dimensions en tête parce que c'est assez complexe, nos critères de ce qu'on a besoin, hauteur de plafond surtout. Alors, après ça, ça fait depuis 2006 qu'on œuvre dans la belle région de Dieppe. Le sport existait avant ça, mais notre club est en existence depuis 2006. Alors, on est un organisme à but non lucratif accrédité. On a 8 entraîneurs présentement. 2, entre autres, qui sont à temps plein. Alors, ils se sont dédiés et développé leur carrière au sein de notre club et la gymnastique rythmique au Nouveau-Brunswick, qui n'est pas un défi simple d'ailleurs. Et puis, 100% supporté par un comité de parents bénévoles pour tout ce qui est l'administration du club et la gestion des événements. Ouf, c'est tout un défi. On est un membre en règle de Gymnastique Canada et l'Association du Nouveau-Brunswick, ce qui nous permet de participer à des compétitions provinciales et aussi pan-canadiennes. On offre aussi divers niveaux de programmation, tels que les récréatives, qui sont pour tous les âges, débutant à un jeune âge de 3 ans. Et puis, les gymnastes peuvent progresser dans des niveaux plus compétitifs. Et puis, ce qui vient avec ça, c'est les voyages, les compétitions dans notre province et aussi à l'extérieur de notre province. On offre aussi depuis quelques années des camps de perfectionnement pour nos athlètes de plus haut niveau, ce qui nous permet encore une fois de se placer à des niveaux et des compétitions d'envergure, ce qu'on ne faisait pas à nos tout débuts. Alors, qui sommes-nous? Nos inscriptions augmentent à chaque année. On a débuté avec un petit club de à peine 20 athlètes. Maintenant, on est tellement fiers de dire qu'on est pas mal à notre maximum, à 150 inscriptions. La majorité étant nos petites gymnastes, on les appelle nos petites gymnastes récréatives, où on donne envie, on expose au sport, on leur donne des petites notions de débutantes et ensuite ils peuvent grandir dans le club avec nos niveaux compétitifs qui sont interclubs, qui est notre premier niveau, et ensuite de ça, ils peuvent passer à provincial et national. Alors, qu'est-ce que la gymnastique rythmique au juste? Et puis oui, M. Lapierre, vous avez bien évidemment mal au dos parce que je vous en témoigne. Avec une athlète dans la maison, on passe beaucoup de temps en prévention de blessures. Chiro, Masso, ils nous connaissent tous très bien. Alors, mais c'est un très beau sport. C'est un sport olympique, très exigeant d'ailleurs, qui combine plusieurs choses. Premièrement, la force physique, l'agilité, tout en restant d'une gracieuseté impeccable. Alors, leur routine, c'est une combinaison de la danse, le ballet, les mouvements acrobatiques, tels que les sauts, les mouvements, les équilibres, et tout en combinant ça avec la manipulation d'appareils. De là vient l'agilité incroyable. Les athlètes interprètent leur routine sur une musique qui souvent est thématique avec la routine ou l'interprétation qu'ils essaient d'en faire, avec un beau costume scintillant dont tous les mamans veulent en avoir un plus tard. Alors, aussi, les gymnastes peuvent performer soit de façon individuelle ou en groupe.
Les performances sont évaluées par un panel de juges. Alors, de là vient la complexité, une autre complexité du sport, avec un code de pointage très rigoureux qui met l'accent sur la maîtrise des techniques, l'exécution artistique et les mouvements et l'interprétation de la musique. Notre mission et mandat, elle est multifactorielle. En fait, on veut exposer et faire rayonner notre sport au sein de la région, mais aussi au sein de la province. On veut faire connaître notre sport. Et aussi, au-delà de faire connaître le sport, on offre aux gymnastes, même à des niveaux récréatifs, plusieurs choses qui vont leur servir tout au long de leur vie, telles que des valeurs comme la persévérance, la discipline, le dévouement. Et puis, c'est des qualités et des apprentissages qu'ils vont pouvoir amener avec eux tout au long de leur carrière et de leur vie. Quelques réussites de la dernière année. La pandémie, elle a encore place sur mes diapositives parce que oui, ça a été difficile la pandémie, puis on est encore en mode rebâtir. Pas tellement au niveau de nos athlètes, mais plutôt au niveau de nos entraîneurs, nos bénévoles. C'est vraiment difficile. Je pense que je suis pas toute seule comme organismes qui ont besoin des bénévoles. On pense que les gens ont besoin de nous connaître davantage. On poursuit toujours l'excellence dans le sport et l'atteinte des objectifs, soit individuels ou au niveau de notre club. On a pu participer à Élite Canada et au championnat national. D'ailleurs, on a des athlètes, des entraîneurs qui partent cette semaine pour le championnat canadien à nouveau, qui est vraiment un exploit très, très honorable compte tenu de notre petite taille de province, notre petite équipe d'entraîneurs, notre budget inexistant pour les aider à voyager. Alors, c'est vraiment un défi de taille qu'ils relèvent tout de suite. On a pu tenir la première Coupe Extenso cette année en personne. Quelque chose dont on est tellement fiers, c'est qu'on a pu tenir le premier championnat atlantique avec au-dessus de 140 athlètes. On a pu avoir un partenariat avec l'Université de Moncton. Alors, ils nous ont bien pu nous supporter en ayant le CEPS pour cette fin de semaine-là. Et puis, on a pu réintroduire les performances de groupe suite à la pandémie. On a toujours un service de psychologie sportive très actif. C'est très important, ces niveaux élites-là, que les athlètes soient bien, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. C'est un sport extrêmement rigoureux et puis qui demande toujours la perfection. Alors, d'être bien encadré par de l'aide à ce niveau-là, c'est vraiment important pour leur poursuite d'excellence. On est toujours super bien supporté aussi par un programme local ici à Dieppe, Sport-Études, qui est avec nous depuis plusieurs années. Et grâce à ce support, on a pu faire encore là dépasser nos athlètes à plusieurs niveaux. Fait que les horaires qu'ils ont pu nous offrir, le service d'autobus, c'est vraiment des facettes très, très avantageuses pour nous. Aussi, une de nos entraîneurs en chef a pu recevoir sa certification de juge en chef, qui est le plus haut niveau de certification de juge qu'elles peuvent obtenir. Alors, ça l'aide aussi à se positionner, à pouvoir juger à des compétitions nationales. Alors, nos objectifs pour l'année suivante, encore là, maintenir le rayonnement et la réputation de notre club. Apparemment, je trouvais que l'année 2022, c'était une belle année, fait que j'ai vu la récréer ici, mais c'est aussi nos objectifs pour 2023. On veut continuer à appuyer nos athlètes afin qu'ils retrouvent la confiance et la motivation. Encore là, avec l'aide psychologique, ça aide énormément. Offrir des occasions aux athlètes de briller autant sur la scène régionale que nationale à l'aide de certains événements. On aimerait aussi rendre le sport davantage accessible à tous. Je pense qu'on réussit grandement cet objectif-là en ayant nos programmes récréatifs. D'ailleurs, c'est une fois par semaine, c'est à prix très compétitif avec les autres sports en ville. Alors, je ne pense pas qu'on est trop loin de ce but-là. On veut toujours, comme organisation à but non lucratif, augmenter nos revenus. C'est notre seule source de revenus, d'ailleurs, autre que des subventions qu'on reçoit comme celle de la ville de Dieppe. Alors, on veut toujours augmenter nos revenus. On s'est vraiment lancé cette année dans les levées de fonds
privés. Fait qu'on a fait toutes sortes de levées de fonds, toutes sortes d'activités qui demandent encore énormément de temps, mais c'est le seul moyen d'y arriver parce qu'on avait beaucoup d'athlètes qui voyageaient cette année. Alors, c'était un grand désir de pouvoir accompagner ces athlètes-là, de pouvoir les aider. On veut aussi assurer la relève, autant au niveau des athlètes, les entraîneurs et les juges. Alors, avec un bassin d'athlètes aussi petit qu'il soit au Nouveau-Brunswick, c'est déjà un défi de taille de réussir à avoir des athlètes comme ma fille qui veulent continuer par la suite à être entraîneurs et même possiblement poursuivre comme juge. Alors, c'est vraiment la succession qu'on souhaiterait. Alors, nos plus grands défis pour 2023, il y en a plusieurs. J'en ai sélectionné juste quelques-uns. Le financement et les coûts d'exploitation avec la belle bâtisse neuve que nous avons, bien, c'est sûr que ça vient avec une belle facture, mais c'est pas grave, c'est ça que ça prenait pour faire continuer notre sport ici à Dieppe. Alors, maintenir nos frais assez bas pour permettre accès au plus grand nombre de participants. Évidemment, avec les hausses de prix, salaire minimum, nos entraîneurs et tout ça, on a dû augmenter nos frais comme c'est juste ce qu'il fallait faire cette année et l'année d'auparavant aussi. Formation de la relève, recrutement et rétention des bénévoles. Puis, je ne pense pas qu'on est incertain encore lié à la pandémie, mais ça nous a insécurisé beaucoup, la pandémie. Ça nous a amené à nous questionner beaucoup sur notre façon de faire, la façon qu'on opérait. Est-ce qu'on peut être plus efficace, efficient dans notre comité, dans nos façons de faire certains processus? En fait, pour pallier à ça, on s'est aventuré dans l'achat d'un système pour nous aider à mieux gérer nos inscriptions. Avec 150 petites inscriptions par année, ça fait beaucoup à gérer pour un club bénévole. Alors, on s'est muni d'un petit système qui nous aidait à contrer ça. Tenir des événements d'envergure dans les locaux adéquats. Alors, en tant que plus gros club au Nouveau-Brunswick, on est souvent... les gens nous regardent, les autres clubs nous regardent, ils veulent qu'on mène des activités d'envergure. Alors, on était bien servis par des défis cette année, on l'a fait, mais là, ils ont tellement aimé l'expérience qu'ils veulent qu'on le refasse. Alors, il faut qu'on s'engage de plus en plus tôt avec le CEPS pour réserver les emplacements. J'écoutais mon prédécesseur discuter, puis c'est vrai, la communauté, c'est pas évident parce qu'on est plusieurs sports à les solliciter pour leurs locaux, puis c'est ça, c'est souvent difficile d'avoir les dates qu'on veut. Et puis, c'est des locaux qui sont très dispendieux aussi, fait que pour nous, c'est pas simple. Alors, en conclusion, encore une fois, on est tellement reconnaissant de l'appui que la Ville de Dieppe nous apporte. Tous ces fonds sont utilisés à bon escient. On pourrait probablement pas être en opération si c'était pas de cette aide financière que vous apportez. Ça nous permet de faire plusieurs choses, entre autres rendre le sport un peu plus accessible, alors minimiser les frais d'inscription, et ce, peu importe le niveau de revenus des gens dans la communauté. Continuer à offrir la chance aux enfants de notre région de s'épanouir grâce à ce beau sport. Alors, voilà. Merci. Merci bien. Question de la part des membres du Conseil. Pas de questions. Alors, moi, je vais tout simplement vous féliciter pour votre excellent travail. On sait que tout ce qui est sport amateur amène des défis de toutes sortes, mais aussi des récompenses pour ceux qui le font. Alors, là-dessus, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Alors, le prochain groupe pour présenter, c'est le club de tennis de Dieppe. Et je crois Mme Dorina Saint-Onge avec Jérémy. Comment est-ce qu'on tourne? OK, parfait. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous allez bien ce soir? Dangereusement bien. Parfait, c'est super. Je suis venue l'an passé présenter également, alors je ne suis pas nouvelle ici. Avec moi est Jérémy.
Nous avons eu notre réunion annuelle en février. On est élu le même exécutif que l'an passé. Alors, moi, je suis présidente du club de tennis et Jérémy est vice-président. On est 6 sur le conseil d'administration. Le club de tennis est accrédité par la ville de Dieppe. On est un organisme à but non lucratif. Alors, on fonctionne avec des subventions, souvent du fédéral et du provincial, pour s'embaucher des étudiants durant l'été. Puis, c'est comme ça qu'on opère un peu en cherchant des bénévoles, naturellement, et avec le membership de nos membres. Alors, la mission puis le mandat du club, c'est développer et promouvoir le sport du tennis au sein de la ville de Dieppe. D'ailleurs, le club existe depuis 30 ans. On a eu l'occasion de fêter notre 30e anniversaire l'été passé. D'ailleurs, Monsieur le maire et Jean-Marc étaient présents pour déguster des bons hamburgers cuits par Jérémy. Alors, notre mandat, c'est gérer les facilités municipales pour l'exercice du sport de tennis d'une manière efficace et équitable, afin d'offrir à nos membres et citoyens de Dieppe un service de première classe. Alors, naturellement, le tennis existe juste durant les mois d'été. On ouvre officiellement samedi le 20. Nos filets ont été installés depuis un bon 2 semaines. Alors, les gens peuvent aller jouer gratuitement jusqu'à samedi. À partir de samedi, bien là, on va commencer à faire payer les gens pour jouer. Puis, on va avoir nos employés sur place. On a un directeur de club et 3 autres employés, tous des étudiants. Alors, on a 4 employés en tout. Les réussites pour l'année 2022. Alors, on a eu quand même beaucoup de réussites, je dirais. On a augmenté notre membership. On avait au-delà de 100 membres à la fin de l'été qui avaient payé un membership pour jouer tout l'été. Mais aussi, on a augmenté beaucoup nos passes quotidiennes. Alors ça, c'est des gens qui viennent, puis ils payent un montant pour jouer pour la journée. On a également un système de cartes de 5 passes qui revient moins cher. Alors là, les gens viennent, ils achètent cette carte-là, puis à chaque fois qu'ils viennent, on punch la carte. Notre Clubhouse a reçu un nouveau toit, gracieuseté de la ville de Dieppe. On vous remercie d'ailleurs. Certaines fenêtres furent remplacées. Notre bureau a été réaménagé, patio peinturé. Notre site web également, parce qu'on a une présence sur Facebook, sur le site web, ça a été amélioré. Les gens peuvent faire des réservations de terrain sur notre page web. Ils peuvent joindre le club en payant le membership sur le site web. Alors, il y a beaucoup d'informations qui est là pour les gens de la communauté. Finalement, l'été passé, on a pu organiser des cours pour les jeunes qui ont été offerts durant le mois de juillet et le mois d'août à des prix vraiment abordables pour les familles. Alors, on a eu, si je ne me trompe pas, au moins une quarantaine de jeunes qui ont suivi des cours durant l'été. Entre, je dirais, 6 ans peut-être, et je crois que les plus vieux avaient peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. On a eu un tournoi d'envergure, le East Coast Open, qu'on appelle, qui a eu lieu au début juillet. Puis nous autres, on a accueilli la division Open, qu'on appelle. Alors, c'est les meilleurs joueurs dans les provinces atlantiques, je dirais, qui étaient présents à Dieppe. Puis on avait au moins une quarantaine de joueurs. Puis c'est un partenariat avec le club de Riverview puis de Moncton. Moncton a accueilli les juniors, puis Riverview, les personnes plus âgées. En septembre, comme je vous disais tout à l'heure, on a fêté notre 30e anniversaire. Ça a vraiment été une réussite. Puis l'été passé aussi, on avait fait l'embauche de 4 employés qui ont été subventionnés en partie, je devrais dire, pas tous, par le programme provincial et fédéral, le CEED, puis Jeunesse Canada au travail. Puis 2 de nos employés ont suivi une formation d'entraîneur de tennis certifié, ce qui nous a permis d'offrir les cours pour les jeunes.
Alors, les entraîneurs, normalement, sont certifiés par Tennis Nouveau-Brunswick. Puis, on a aussi recruté de nouveaux commanditaires. Si vous passez près du club de tennis, vous allez voir, on a des bannières sur nos clôtures. On a commencé d'ailleurs à les installer aujourd'hui. Alors, c'est des gens qui payent un montant d'argent, des compagnies ou des commanditaires, puis on fait la promotion de leur commerce ou de leur business en affichant la bannière sur nos clôtures. Alors, pour nous, c'est une source de revenus assez importante. L'année passée, je crois qu'on avait 15-16 commanditaires. Puis on annonce leur nom sur notre site web, puis des choses comme ça. Alors, je vous laisse Jérémy qui va vous parler de... il y en a deux autres, excusez-moi, j'ai oublié les deux autres. D'ailleurs, nos employés, je pense qu'ils ont été assez satisfaits qu'ils reviennent tous cet été. On a juste une nouvelle. Les autres, c'est tous les employés de l'année passée. Puis même certains ont démontré de l'intérêt à joindre le conseil d'administration. Puis l'année passée aussi, on avait créé un système de partenaires parce qu'il y a des gens qui viennent jouer des fois, puis ils n'ont pas de partenaire régulier, puis ils s'en cherchent. Fait qu'on a fait un système où les gens peuvent mettre leur nom, puis se contacter entre eux autres, puis venir jouer. Le dimanche après-midi, d'ailleurs, on ne l'a pas mis là, j'ai oublié de le mettre, c'est gratuit pour les résidents de Dieppe. De 1h à 5h, n'importe qui est résident de Dieppe peut venir jouer gratuitement. Sur les terrains, on ne fait pas payer. OK. Alors, Jérémy, je te laisse ça. Bonjour tout le monde. Merci de nous donner le temps de faire la présentation. Je ne suis pas sûr si je suis assez proche du micro. On a plusieurs objectifs pour 2023 pour compléter nos réussites de 2022. On aimerait offrir encore plus de cours pour les jeunes pour avoir une plus grosse visibilité pour le club. Puis commencer à offrir des cours pour les adultes et adolescents, que ce soit pour se perfectionner ou même apprendre le sport. Il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre le tennis. Ça fait que si on pourrait donner cette visibilité en plus, ça serait vraiment une bonne affaire. On voulait rénover ou reconstruire un patio, mais il est déjà fait. Merci beaucoup d'ailleurs à la ville de Dieppe qui nous a vraiment aidés pour ce patio. Il est vraiment beau. Puis on a vraiment hâte de pouvoir l'utiliser cet été. On voudrait recruter encore plus de commanditaires et maintenir ce que l'on a. On est chanceux que les commanditaires de l'année passée la plupart sont tous revenus, mais si qu'on pourrait encore plus les augmenter, ça permettrait une bonne visibilité pour les entreprises locales, puis aussi plus de fonds pour le club pour faire plus d'événements. On aimerait aussi continuer à augmenter le membership. Ça sera sûrement un objectif qu'on aura pour le reste du club, surtout chez les jeunes et les familles. Augmenter le nombre de memberships, ça rejoint notre mission. On veut promouvoir le club, promouvoir le sport. On voudrait aussi recruter d'autres garderies. Une des réussites d'ailleurs en 2022, on a eu une garderie en face du club qui apportait leurs jeunes durant l'après-midi, durant la semaine, où c'est moins achalandé. Les jeunes aimaient vraiment ça. Ça donnait de la vie au club. C'était vraiment le fun à voir. On voudrait aussi augmenter nos activités sociales. Tous les dimanches matin, on a une activité sociale de double. On a aussi notre 30e anniversaire l'année dernière, mais ça serait vraiment le fun d'en avoir encore plus de participants, puis encore une fois pour rejoindre notre mission. Recruter de nouvelles personnes pour rejoindre le conseil, battre une relève, c'est aussi un petit défi, mais c'est pas vraiment une inquiétude parce que beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus au tennis. Ça serait le fun d'avoir des gens qui voudraient faire partie du conseil pour que la relève soit là. Puis entretenir des bonnes relations avec la ville de Dieppe. C'est un objectif, mais c'est aussi continuer à entretenir des bonnes relations parce que je pense que nos relations sont très bonnes. Puis on veut juste continuer à avoir des bonnes relations avec la ville. En ce qui concerne nos plus grands défis, vraiment, on en a juste un qui est le plus grand. C'est toujours le même. C'est de pouvoir offrir des services à nos membres, avoir pas accès à l'eau, puis à des toilettes permanentes. C'est toujours un défi pour le club d'attirer des tournois d'envergure. On a essayé de trouver une solution. En 2022, on a acheté une petite tente qu'on a mis dans le club pour pouvoir permettre aux gens de se changer s'ils viennent après le travail, etc. Mais c'est vrai que des toilettes puis de l'eau permanente, ce serait toujours un défi qu'on a. Puis ce serait toujours une bonne affaire. Ça termine la présentation. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Ça nous fait plaisir d'être ici. Merci bien. Question de la part des membres du conseil. Pas de
question. Juste un commentaire de ma part. Je vous félicite pour votre excellent travail. Je pense que la Ville doit faire quelque chose avec la question les questions sanitaires. J'en entends parler à l'occasion par certains de vos membres. On sait on se prépare à faire donner un produit de qualité Cadillac pour le pickleball. Je pense qu'il est temps qu'on bouge sur au moins vous donner une salle de bain, quelque chose du genre. Je pense qu'il est grandement temps. Oui. Que le maire fait le pitch au personnel. On peut pas négliger le tennis. C'est encore quand même un sport que plusieurs personnes adhèrent et il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Puis juste pour amplifier encore plus ce que Jérémy a dit, on reçoit un excellent service de vos employés de la Ville. C'est incroyable. Il s'agit juste que je prenne le téléphone, puis Jonathan ou d'autres, ou Charles, ou en tout cas, je vous donne des noms là, comme ça. Mais ça retourne mon appel immédiatement, puis ils arrivent au club, puis ils sont vraiment, vraiment, vraiment de service. Ouais. Puis les toilettes, puis l'eau, ben, on rêve encore, là, parce que c'est sûr qu'on pourra attirer des tournois avec ces services-là. Présentement, c'est vraiment difficile. Là. C'est presque impossible. Alors, merci encore pour votre invitation, puis au plaisir de vous revoir. Merci à vous tous. Alors, sur le rebond, je ne pouvais pas l'éviter. On va inviter les gens du pickleball à venir nous jaser sur leur situation. Monsieur Leblanc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Je suis accompagné ce soir de Évelyne Baudry, qui est notre secrétaire au conseil d'administration. Moi, c'est Marc Leblanc. Je suis président du club de pickleball de Dieppe. Et ça nous fait toujours plaisir de venir vous présenter notre bilan 2000 de l'année, puis nos objectifs et les défis pour la prochaine année. D'abord, merci encore une fois à la Ville pour les installations qui devraient être construites d'ici septembre. On est en train de planifier la gestion de ces installations pour la fin de l'année, parce que si c'est en septembre, on pourra probablement jouer au moins 2 mois. Puis pour l'année prochaine, où la saison sera nettement plus allongée. C'est très attendu des membres de Dieppe et aussi des gens qui jouent au pickleball dans la région de Moncton, parce qu'on va être la seule installation du genre pratiquement à l'est, dans les provinces maritimes pour l'instant, les provinces de l'Atlantique. Donc, on a très hâte de voir ces installations. Puis, on a une bonne collaboration des employés de la Ville et on continue à collaborer avec eux. Puis, il y a une belle communication pour connaître nos besoins puis connaître notre opinion aussi sur certaines facettes du projet. Donc, la mission du club, c'est de développer et organiser le pickleball à Dieppe. Donc, ça n'a pas changé pour les personnes de tout âge. Ça, c'est important. Et on veut, avec des installations, je pense qu'on pourra le faire encore beaucoup mieux. Les buts du club, qui sont essentiellement aussi nos objectifs permanents, c'est de promouvoir le sport dans un environnement sécuritaire, donner l'opportunité, puis vous allez le voir, aux individus, aux personnes d'apprendre et d'améliorer leur jeu de pickleball, offrir des leçons d'apprentissage, programmer des séances libres, des jeux, des ligues et des tournois, ce qu'on a fait aussi, encourager les normes élevées de jeux sécuritaires. Ça, quelle est la différence? C'est le pickleball, comme d'autres sports, bien, ça se joue avec un certain code de conduite et on insiste beaucoup là-dessus dès la formation et promouvoir des activités sociales de pickleball au sein de la communauté. Donc, nos réussites de l'année 2022, brièvement, lorsque j'ai envoyé la présentation PowerPoint, on était rendu à 237 membres, mais hier, je suis allé vérifier, puis on a dépassé le 240 membres. Sans trop faire de promotion, parce que là, il y a une gestion à faire. Vous allez comprendre. Heureusement qu'il y a de ces membres-là qui sont de l'extérieur de Dieppe, qui ne viennent pas souvent nous voir l'hiver, puis il y a un autre endroit à jouer, mais l'été, ils vont revenir jouer, surtout avec des terrains neufs, mais on est très contents
de cette participation. Puis c'est la première année qu'on a un frais d'adhésion de 10 $. Donc, ça se passe bien. On a, l'année passée, on s'était donné un cadre stratégique là, qui était essentiellement 7 grandes activités ou actions à faire d'ici 2025. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des membres ou des membres du conseil d'administration ont décidé de piloter certains dossiers. Donc, les 7 ont été pris en main par des membres du conseil. Fait que nos réunions tournent pas mal autour de ce cadre stratégique pour voir où est-ce qu'on est rendu dans notre développement. Puis le premier, c'était la construction des terrains. Mais les autres, on a du travail qui a été fait, puis qui a même été complété, puis qu'on va répéter l'année prochaine. Donc, on a en moyenne actuellement de 45 à 50 joueurs et joueuses qui sont aux sessions du lundi et du mercredi à l'école Anthony de Maillet. Je vais aller voir tout à l'heure. On va être rendu, la semaine dernière, je suis allé, on était 52. Il y a 6 terrains, puis notre record, c'est 69. 69, ça fait beaucoup de monde. On n'a pas encore limité, puis on n'a pas l'intention de le faire pour l'instant, mais l'année prochaine, on va voir où est-ce qu'on en est. On va souhaiter avoir des terrains intérieurs en nombre plus grand. À ça s'ajoute aussi une vingtaine de joueurs qui jouent les vendredis soirs à l'école Lou McNairon, donc c'est ouvert. Et puis, il y en a toujours à peu près entre 15 et 20 qui s'y rendent. Puis, il y a une moyenne, j'ai dit, il y a 20 personnes qui jouent le mercredi soir à Lou McNairon. Puis ça, c'est des sessions d'initiation. Donc, première initiation au pickleball, puis après ça, on passe à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on va sur un autre terrain, puis on joue pendant 2 ou 3 semaines jusqu'à ce qu'on soit confortable pour aller à l'autre école. Et ça, on ne fait pas de promotion. Au début, on en faisait, mais là, on n'en fait plus. Et ça se remplit, là. C'est moi qui reçois les courriels. J'ai encore reçu des courriels hier. Puis on va être mercredi, on devrait être encore 10 à 15 personnes qui vont s'initier au pickleball. Donc, ça nous donne un total d'à peu près 1400 participants, là. Donc, ce n'est pas des personnes différentes, c'est des participants depuis octobre à avril 2023. On a aussi été des partenaires dans la communauté. L'un des éléments de notre cadre stratégique, c'était d'organiser au moins un tournoi intérieur et un tournoi extérieur. Puis on a fait un tournoi intérieur. Finalement, on a répété ce qui se faisait juste avant la pandémie. Une collaboration avec le comité régional des Jeux de l'Acadie du Sud-Est qui nous fournit la main-d'œuvre sur place. Puis c'est des spécialistes du sport. Fait que même s'ils ne connaissent pas le pickleball, ils savent comment est-ce qu'un tournoi s'organise et se déroule. Puis ils ont fait ça de façon exemplaire. Et nous, on assure l'encadrement pickleball, les inscriptions. Fait qu'on avait un objectif de 100 joueurs, on a eu 92, qui est très bon compte tenu que c'est une seule journée. Habituellement, des tournois, c'est sur 2 jours, avec les doubles mix le lendemain, mais nous, on a décidé de ne pas faire de double mix. Donc, c'est excellent. Il y avait des joueurs de Saint-Jean, de l'île du Prince-Édouard, beaucoup du sud-est, de la péninsule acadienne, de la région Chaleur. Fait que c'est un tournoi d'un bon niveau. Puis nous, on a ajouté ce qu'on a appelé le Méli-Mélo. C'était surtout pour nos membres, des débutants qui ont joué, qui étaient 24, qui ont joué un tournoi un peu différent. Puis ça aussi, ça a été très populaire. Puis ça, on a fait ça à l'école Anthony de Maillet. Puis c'était une installation parfaite pour ce genre de tournoi-là, parce qu'on a accès à 2 gymnases. Fait que tout l'argent des inscriptions était versé au comité régional. Et donc, on a versé la somme de 2 810 $ au comité régional. Puis, on avait accepté de payer les arbitres pour les finales. Puis, j'ai parlé aux arbitres. Fait qu'il y a un arbitre qui me dit « Ah, vous faites un don? » Oui. Bien, il m'a remis l'argent tout de suite. C'était 30 $. Il me l'a remis tout de suite. Puis l'autre arbitre était là. C'était un anglophone de Riverview. Lui, il n'a rien dit. Le lendemain, il m'a envoyé 50 $ parce qu'il se sentait mal. Fait qu'il a envoyé 50 pour un don au jeu de l'Acadie. Fait qu'on a remis 2 810 $. Et on a aussi fait d'autres dons. On a fait un don de palettes et de balles à l'école Anthony de Maillet, qui a commencé à voir le pickleball dans ses cours d'éducation physique. Fait que là, vous voyez Mike, qui est avec le chandail rouge, qui remet des palettes et des balles aux professeurs d'éducation physique. Ça nous a fait plaisir de faire ça. Puis, je vous ramène en septembre de la dernière année, où, sous l'initiative d'un de nos membres, Louis-Marcel Daigle, on a monté une équipe pour le défi Everest pour ramasser des fonds pour combattre le myélome. Et on a accumulé la somme de 2 930 $ qui a été remis à la Fondation.
Puis on a organisé une petite fête de pizza au mois de décembre. Puis on était une quarantaine qui sont venus juste avant la session de pickleball. La photo que vous voyez là, c'est à l'école Anthony de Maillet. Nos objectifs pour l'année 2023, c'est de lancer la saison estivale à Mathieu Martin. Donc, on va la lancer, on a une réunion cette semaine, là, puis on va officialiser le tout, le nombre de soirées, puis comment est-ce que ça va fonctionner, mais ça va ressembler à ce que c'était l'année dernière. Puis merci à la Ville qui a déjà installé les coupes-vents, on a installé le mur de pratique, puis je sais qu'il y a déjà des gens qui vont jouer parce qu'ils ont leur filet, fait qu'ils vont jouer là, les week-ends à Mathieu Martin. Gérer les nouveaux terrains extérieurs, ça veut dire essentiellement de continuer à... Evelyne est responsable de ce dossier-là, à voir ce qui se passe ailleurs pour des terrains extérieurs. Comment on gère ça? Est-ce qu'il y a des périodes libres, les réservations? Quelle est la proportion de tout ça? Donc, avec l'Internet, c'est plus facile d'avoir ce genre d'informations. Puis on avait des gens qui sont allés dans le sud cet hiver, en Floride, puis on leur a demandé d'observer pour voir comment c'était géré là-bas. Fait qu'on a plein d'idées, puis à un moment donné, on devra proposer quelque chose, probablement pour le mois de septembre, essayer, puis là, on verra si on peut l'appliquer l'année prochaine. L'entente de gestion avec la Ville, ça va bien aussi. Éventuellement, ça devrait être signé. On est tout à fait à l'aise avec ça. On veut continuer à initier d'autres joueurs et joueuses au pickleball, incluant les jeunes. J'ai lu aujourd'hui là, que Riverview montait l'âge de 18 à 19 ans pour respecter l'âge légal de majorité. Mais nous, c'est plutôt le contraire. On veut essayer de diminuer l'âge pour encourager les jeunes. Puis là, on a des idées, mais c'est encore une question de terrain intérieur. À l'extérieur, puis là, j'entendais les gens du tennis, la garderie, il y a une garderie juste en face des futurs terrains. Puis c'est une garderie jusqu'à 12 ans, fait que ça pourrait être une option intéressante pour l'été, là, pour augmenter les activités de ces jeunes-là. Et aussi préparer la saison intérieure de l'automne 2023 avec plus de terrain. Donc, nos plus grands défis pour la prochaine année, c'est de réussir l'ouverture des nouveaux terrains extérieurs vers la fin de l'été. Puis ça va être, c'est les terrains de la Ville. Donc, ça va vraiment être en collaboration avec vous pour savoir comment est-ce que ça peut se passer. Mais définitivement qu'on veut qu'il y ait des gens qui jouent au pickleball, même si l'ouverture officielle se fait soit cet automne ou l'été prochain. Mais on veut initier le maximum de personnes, les inviter à venir. On va inviter les autres clubs aussi à venir, essayer les terrains extérieurs. Continuer à recruter des bénévoles pour offrir nos activités. Ça, c'est un défi continuel, pas nécessairement au conseil d'administration, mais nous, tout repose sur le bénévolat. Fait que ceux qui s'occupent des sessions dans les écoles, ceux qui s'occupent de la formation, c'est entièrement bénévole. Puis avec le nombre de membres, dont on joue à 6 terrains dans les écoles, on va avoir 6 terrains à l'extérieur, bien, il faudrait augmenter au moins à 1 ou 2 sessions par semaine. Parce que là, on en a 3. On en avait 3 jusqu'à l'année dernière. On va discuter jeudi, voir si on peut augmenter à 4 pour diviser un peu le nombre de personnes. Parce qu'on imagine qu'à l'extérieur, on va avoir des soirées de 60 à 70 personnes. Parce que l'année passée, avec moins de membres, en septembre, on avait des soirées de 50, 55 personnes derrière Mathieu Martin. Il fait beau, on a le goût de sortir, fait qu'on y va. Fait qu'on va essayer de recruter des bénévoles pour assurer ce travail-là. Et le dernier défi, j'en ai déjà mentionné brièvement, mais c'est de trouver des nouveaux sites pour la saison intérieure. On est en discussion avec la Ville, mais aussi avec certaines écoles, mais on attend les négociations de la Ville et des districts scolaires pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. C'est là, on a une école, une école officiellement, là, avec le district francophone, on a Lou McNairan, mais ça serait d'augmenter notre rêve. Ce serait d'avoir les 2 gymnases de l'école Anthony de Maillet et le Marais. Ça serait parfait. Mais si ça ne se réalise pas, bien, ça serait d'augmenter, avoir d'autres écoles pour pouvoir offrir. Parce qu'il y a des gens il y a un nouveau club plutôt privé en ville, à la ville d'à côté, pas en ville, la ville de côté, mais c'est pas tout le monde qui va aller là. Il y en a qui va jouer 1 fois par semaine, 2 fois par mois, 1 fois par mois. Bien, il faut les accommoder, ces gens-là. Puis c'est avec des nouveaux terrains qu'on va pouvoir le faire, des intérieurs. Voilà, c'était essentiellement ce que j'avais à vous mentionner selon ce qu'on nous avait demandé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Question de la part des membres du Conseil.
Madame Turgeon-Roy. Merci. Merci, Marc. Je voulais juste savoir, curiosité, là, vous avez une association un petit peu avec les Jeux de l'Acadie. Est-ce qu'on avait discuté à un moment donné pour avoir que ce soit le sport démonstratif? Est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus? Oui, Oui. On a envoyé une lettre officielle à la ville. OK, OK. Parfait. Puis on souhaite que ce soit démonstratif. Puis là, la ville, je pense qu'elle avait déjà fait une proposition d'un volet démonstratif. Puis si ça ne marche pas, mais nous, on pourrait toujours être là pour offrir des sessions de pickleball quand même, parce que les jeunes peuvent... S'amuser, là. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Merci. Monsieur Richard, sur ce sujet? Oui, d'ailleurs, on a bien reçu la lettre, puis on explore les possibilités de ce côté-là pour voir si ce serait possible d'ajouter le pickleball comme sport de démonstration. Le sport qu'on avait présenté à ce moment donné-là, c'était notre disc golf avec le nouveau terrain. Donc, c'est ça qu'on a présenté. Donc, on travaille sur voir des possibilités. Merci. Quelqu'un d'autre du conseil? Merci. Merci beaucoup. Puis bonne Merci pour bonne votre soirée. engagement. Merci. Oups, je partais. Alors, nos prochains intervenants, l'association de Ringuette, grosse année qui a fini, puis grosse année qui s'en vient. Alors, bonsoir. Je vous demanderai de vous identifier avec votre présentation et bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Donc, bonsoir, chère maire, chers conseillers, conseillères et membres du comité permanent, chers citoyens, citoyennes. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de l'association de Ringuette de Dieppe, présenter l'association, puis un peu ce qu'on a accompli dans l'année puis dans l'année à venir. Donc, mon nom est Jean-François Haché. Je suis le nouveau président de l'association depuis mardi dernier. On a eu notre AGA de l'année, donc Félicitations. c'est nouveau. Félicitations. Merci. Avec moi, ma collègue Vicky Deveau, qui est notre présidente sortante, donc qui a été présidente de l'association les dernières 2 ans, puis qui a été là, ça fait 6-7 ans au moins. Donc, je suis un peu plus nouveau dans le rôle, fait que je vais laisser Vicky faire une bonne partie de la présentation un petit peu plus tard. Fait que juste pour commencer, pour ceux qui sont moins familiers avec la ringuette, c'est un sport canadien. Peut-être un petit peu plus vite que moi. La ringuette est un sport canadien, en fait, qui a déjà 70 ans. Ça a commencé en 1963 à North Bay, en Ontario. C'est un sport qui a été développé, en fait, pour les jeunes filles pour essayer d'adapter un sport sur glace qui était sans contact et avec un peu plus de pousser le sport d'équipe, la collaboration, les jeux de passe et qui se joue en fait sur patin, sur un aréna similaire à ce qu'on voit au hockey et avec un bâton droit et une anneau de caoutchouc. Donc, s'il y en a qui sont moins familiers, qui veulent en savoir plus, pour sauver un peu plus de temps, on va vous inviter à aller voir notre site web ou nous suivre sur les médias sociaux. L'association à Dieppe a été fondée en 1990, donc ça fait déjà au-dessus de 30 ans qu'on est ici. Le sport a en fait vu plusieurs centaines de joueuses depuis son arrivée ici à Dieppe. La mission de l'association est de fournir un environnement sûr et amusant qui favorise le développement des habiletés, le respect, l'amitié, le franc jeu ou le fair play, qu'on appelle en anglais, et un amour du jeu pour toutes les participantes, les membres et les bénévoles. Notre conseil d'administration sortant, en fait, de l'an dernier, la saison qui vient de se terminer, je vous présente à l'écran, je ne vais peut-être pas nécessairement passer puis nommer tout le monde, mais on avait un conseil de, je crois, 17 personnes. Pour l'année qui suit, on va avoir un conseil de 22 personnes. Donc, on a été chercher quand même plusieurs nouveaux membres. Donc, je pense qu'il y a environ la moitié du conseil qui va être des nouveaux membres du conseil. Donc, ça va être... c'est le fun de voir qu'on a une belle avenir puis une belle relève pour notre conseil. Fait que sur ça, je vais passer la parole à Vicky.
juste une petite note en passant avec les nouveaux membres qui s'en viennent. On voit vraiment le plan tour de les mamans qui ont joué quand ils étaient petites sont en train de devenir des entraîneurs, puis tout ça. Alors, on a recruté plusieurs de ces mamans-là dans le sport qui est extrêmement beau à voir, là. Alors, quelques réussites pour la dernière saison. On avait 183 athlètes. On est présentement la deuxième plus grande association de la province, juste en arrière de Fredericton. Quand je parle de ces 183 athlètes-là, on a quand même des joueuses de Ringuette de Dieppe qui ne sont pas dans ces chiffres-là. Puis c'est les athlètes de haute performance, eux qui font partie des équipes du Nouveau-Brunswick, qui ont participé aux Jeux du Canada et tout ça. Puis c'est pas mal impressionnant de voir les jeunes de notre région à Dieppe qui performent à ce niveau-là. On avait, tout est total, on a 217 joueuses de Dieppe. Alors, ça, c'est celui-là qui joue communautaire, là, le 183. Puis, juste pour mentionner, on avait nos championnats canadiens, puis je pense que Lise Bouthier l'a mentionné à l'une de vos rencontres que j'ai vues dernièrement. Mais on avait 8 athlètes qui ont participé, qui ont gagné le championnat canadien au niveau U16AA, qui représente 50% de l'équipe. Alors, 50% de l'équipe venait de Dieppe. Alors, c'est pas mal impressionnant comme chiffre. Puis aussi, on avait 8 athlètes qui faisaient partie de l'équipe des Jeux du Canada aussi, qui venaient juste de Dieppe. Alors, c'est pas mal beau à voir. Cette année, on avait 12 équipes, plus de nos nouveautés pour cette année, ce qu'on appelle le Fun 1. Le Fun 1, c'est pour les enfants âgés de 4 et 5 ans. Alors, c'est juste une introduction au sport, faire des amitiés, apprendre le patin. Aussi, on avait finalement, après 2 ans d'absence du COVID, on a eu notre 37e édition du tournoi de Dieppe Riverview. Ça, c'était notre première édition avec notre nouveau complexe Uniplex. Alors, un beau succès. On avait 90 plus 1, 91 équipes qui ont participé. C'est toujours... On reçoit des commentaires des gens de l'extérieur parce que c'est plus ou moins des équipes du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et les Dubrassédois qui participent à ce tournoi-là, mais c'est tout le temps un favori. Les gens de l'extérieur reviennent chaque année. Ils adorent notre tournoi. Puis, on est content de pouvoir continuer à l'offrir chaque année. Ça, c'est en partenariat avec l'association de Riverview. Aussi, on a eu une belle représentation à notre tournoi provincial qui a eu lieu à Moncton cette année. Plusieurs équipes se sont rendues en semi-finale ou en finale. Malheureusement, on n'a pas rapporté de bannière cette année, mais on avait quand même une 18+. Mais quand même une belle participation puis représentation de nos athlètes. Puis juste pour mentionner, comme la plupart des associations qui présentent aujourd'hui, on est formé de bénévoles. Cette année, on avait 52 bénévoles qui s'occupaient de former. On avait les entraîneurs, les assistants, tous les gens qui aidaient sur glace, les gérants d'équipe. Alors, un beau support de la communauté de tous les âges, là, parce que ces bénévoles-là incluent aussi des athlètes aussi. Alors, nos plus gros défis pour la dernière saison, Ringuette Canada nous a demandé d'introduire une nouvelle plateforme d'inscription pour essayer d'assister avec leur gestion des statistiques et tout ça avec le développement du sport. C'est un petit peu, c'est une compagnie canadienne. On avait Jean-François qui a fait beaucoup de travail avec cette compagnie-là, mais c'était quand même, on avait des growing pains, le messy middle, avec l'introduction de cette plateforme-là. Puis cette plateforme-là aussi nous a aidé aussi à gérer les horaires des équipes. On a aussi perdu quelques membres avec beaucoup d'expérience de l'association avec l'introduction du niveau. J'ai parlé un petit peu de haute performance, des athlètes qui ne jouent pas nécessairement avec l'association, mais ils jouent encore.
ces équipes, ces joueuses-là jouent plus avec l'association, mais juste par défaut, beaucoup des gens qui sont impliqués pour des longues dates, c'est ces filles-là qui deviennent partie de ces équipes-là. Alors, on perd beaucoup d'expérience puis de bonnes ressources quand ces gens-là s'en vont dans ces équipes-là. Alors, l'année dernière, on avait quelques postes vacants qu'on n'a jamais été capable de combler. On a fluctué, là. Il y a eu des entrées et des sorties, mais on a quand même resté avec un poste qui n'a jamais été comblé. C'était quelqu'un pour s'occuper de nos communications. Alors, on s'est tous mis ensemble, on a fait le travail à plusieurs personnes. La gestion des glaces, c'est toujours un gros défi pour nos bénévoles. C'est un gros dossier. Comme les autres sports sur glace, on est limité sur qu'est-ce qu'on peut avoir. Si nous autres, on utilisait notre sport, on était chanceux. La plupart de nos glaces sont à l'Uniplex, mais ça devient aussi le hub de toutes les activités, mais aussi les matadors, les vedettes, c'est leur home rink. Alors, si jamais il y avait des changements d'horaire dernière minute, ben, c'est nous autres qui avons besoin de s'ajuster. Alors, ça demande des choses de nos bénévoles un petit brin à cet effet-là. Mais je veux dire, les employés de la ville puis les gens qu'on fait affaire avec ont tout été super à essayer de nous trouver des solutions. Mais c'est toujours un petit défi. Alors, pour les objectifs pour 2023-2024, ben là, je vais vous le présenter tout de suite parce qu'il est visible là, à l'écran. Ça, c'est le logo pour les championnats canadiens qu'on va avoir en avril 2024. Alors, je vais commencer là tout de suite, là, parce que c'est comme excitant comme projet, mais le travail est bien commencé. On a commencé en novembre l'année passée, un comité sur place, avec déjà des petits sous-comités. On travaille fort, on se rencontre chaque mois avec le développement de cet événement-là. Une des choses que je sais qu'on pourrait peut-être anticiper comme défi, ça va être l'implication des bénévoles pour faire aller un événement de ce genre d'envergure-là. Mais c'est ça, c'est excitant. Puis je vois que Lise Le Boutillier est sur l'appel, là, puis je vais attendre des questions par la suite. Pour nos objectifs, comme beaucoup des sports, on a besoin de promouvoir le sport de la ringuette. C'est pas quelque chose qui est connu très ouvertement. Alors, on continue à pousser, mettre des efforts auprès de la promotion. Aussi, développement de joueuses. On sait qu'on a un beau bassin de joueuses de ringuette. On veut continuer à les développer. On veut qu'ils continuent à performer à un niveau national, même international. Alors, on veut s'assurer que nos jeunes qui sont bien encadrés, qui ont le coaching nécessaire pour pouvoir passer à la prochaine étape, s'ils le désirent. Puis aussi, on a notre 38e édition du tournoi qu'on espère pouvoir offrir encore l'année prochaine. Puis, c'est ça les gros objectifs pour la saison 2023-2024. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Madame Mélissa. Merci, Boudreau. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y aurait des défis avec le championnat national à venir et quel est le rôle que la Ville pourrait jouer pour faciliter l'organisation de l'événement? On a fait un petit, disons, essai d'un tournoi c'est beaucoup sur un plus petit échelon. Là, on a eu les championnats de l'Est canadien qui ont eu lieu juste le mois dernier, dans les dernières semaines. Puis on l'a eu à l'Uniplex. C'était comme un petit un essai pour voir qu'est-ce qu'allaient être nos défis puis qu'est-ce qu'on avait besoin de travailler dessus. Puis le parking va être quelque chose qu'il faudra absolument qu'on travaille avec la Ville pour essayer de trouver une solution pour pouvoir accommoder surtout notre cérémonie d'ouverture, mais nos matchs de championnat qui auront lieu. On espère en tout cas de pouvoir attirer des gens. Puis le parking a toujours été quelque chose qui
Notre événement est d'une durée d'une semaine, alors le collège communautaire ne sera pas disponible durant les jours de la semaine. Nos championnats, les gros matchs ont lieu le samedi, mais quand même, il y a quand même beaucoup de ringuettes qui se passent durant la semaine. Que je pense que durant la semaine, ça sera peut-être correct, mais avoir un bon plan pour pouvoir l'anticiper serait bien. Une des choses qu'on a eu de la misère avec, parce qu'on ne pouvait pas l'offrir ici à Dieppe, c'était juste de trouver une salle aussi grande assez pour pouvoir avoir nos événements. La cérémonie de clôture, par exemple. Et on a besoin d'une salle qui peut accommoder entre 2000 à 3000 personnes. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait trouver à Dieppe. Alors, on fait une de ces cérémonies-là à l'Université de Moncton, en partenariat avec eux. Puis même la cérémonie d'ouverture, on veut tenter de la faire à l'Uniplex sur la surface unie, mais il faudra beaucoup de travail avec la ville pour qu'on puisse réussir à faire quelque chose qui va faire du sens avec tous ces athlètes-là qui seront présents là. OK, merci. Merci. Madame Leboutillier. Merci beaucoup. Puis, votre présentation, Jean-François. Merci de votre bénévolat. Mais ma question, Mélissa l'a posée. C'était tout de cette envergure. OK. Puis bonne chance, on sera là pour vous supporter. Merci. Quelqu'un d'autre du conseil? Quelqu'un qui avait une lumière d'allumée tantôt? Ça s'est éteint. OK. Alors, je ne vois pas d'autres intervenants. Félicitations, premièrement, pour ce que vous faites et ce que vous avez déjà fait dans le passé. J'ai eu l'opportunité de participer au lancement du tournoi de l'Est du Canada, essentiellement. Fait que c'était à peu près la moitié de ce qu'on attend, ou un petit peu moins que la moitié. Puis, ça a été un grand événement pour la communauté. Puis c'est certain il y aura des défis, comme vous l'avez déjà mentionné. Puis, il va falloir travailler avec nos autres intervenants pour pouvoir accommoder tout ce beau monde que vous nous amenez. Des fois, on se plaint comme communauté qu'on est obligé d'aller chez nos voisins pour faire ce site. Puis pour faire ça, ben, c'est quand tu veux marcher avec les grands, il faut que tu t'achètes des culottes que tu peux marcher dedans. Là. Ceci étant dit, j'ai bien confiance à l'équipe que vous avez, puis on vous souhaite bonne chance. Puis je suis convaincu que l'administration va vous aider autant comme ils peuvent. Je vois déjà les yeux tourner, puis les idées commencent déjà à voyager. Là-dessus, ben, merci à vous autres encore une fois pour votre beau travail. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Salut. Bon, notre prochain intervenant, on va parler des chiffres. Alors, résultats financiers du premier trimestre. Notre mois de mars terminé. Oui, justement. Monsieur Thériault, bonsoir. Un petit à côté, justement, ma fille fait partie du programme HP que Mme Deveau parlait tantôt, au niveau de la ringuette. Donc, ce soir, et ça fait pas longtemps qu'on s'est vu déjà. Donc, bonsoir à tout le monde, membres du conseil, collègues de travail. Donc, la dernière fois que je vous ai rencontré, vraiment, c'était pour vous présenter l'année financière 2022. Qu'est-ce que c'est, comment est-ce que c'est que ça a tourné, etc., les résultats. Bien, cette fois-ci, c'est vraiment vous donner un premier jet à qu'est-ce que c'est que 2023 ressemble pour l'instant. Donc, on va parler des 3 premiers mois de 2023. C'est un petit échantillon. C'est sûr qu'il va y avoir des différences ou des écarts, si on veut, qui vont être reliés à du timing plus que d'autres choses. Mais vraiment, qu'est-ce que j'essaie de faire ici, c'est de comparer le réel avec le budget. Puis le budget, j'essaie d'un peu de
de déterminer un peu à comment est-ce que la dépense va vraiment avoir lieu. Un exemple de dépense comme les paiements de la dette. Mais la majorité des paiements de la dette se fait à 90% au mois de novembre-décembre. 10% mai-juin. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, puisque c'est une grosse dépense, je vais pas... pour l'instant, ça va être zéro. Puis, je budgète zéro parce que la dépense réelle est zéro. Mais arrivé au mois de juin, on va en avoir un petit peu, puis comme des raisons, le plus gros est au mois de décembre. Donc, commençons avec ceci. Donc, on peut voir la première colonne, nos revenus dépenses, de 71 millions. De ces 71 millions-là de revenus, d'après les budgets à date, qu'est-ce que c'est que je m'attends d'avoir comme revenu, c'est 17,84 millions. On a 18,48. Donc, un écart positif de 640 000. Au niveau des dépenses, c'est un peu la même histoire. Je m'attendais à avoir des dépenses d'environ 11,73 millions. Au lieu, j'en ai de 10,55. Donc, encore là, des économies de 1 180 000 qui nous donnent en tout et partout, à cette date ici, de 1,8 million. Là, je vais y aller un petit peu plus en détail, vraiment au niveau des revenus et ensuite au niveau des dépenses. Donc, les deux premières lignes, on parle de quand même 66 millions de budget, donc les impôts fonciers et l'argent qu'on reçoit, le financement du Nouveau-Brunswick. À cette date ici, versus les budgets, c'est la même chose. C'est quand même un paiement qu'on reçoit à tous les mois. Donc, j'ai juste pris les 66 millions, divisé ça par 12, puis ça donne exactement les mêmes montants. Donc, il n'y a aucun surplus, aucun déficit de ce côté-là. C'est surtout au niveau des autres revenus. Donc, j'ai un budget de 5,1 millions, mais à date, 1,3 million. Et le réel est à proche de 2 millions. Donc, c'est un écart positif de 640 000. Ici, on parle de plusieurs de nos revenus non fiscaux, qu'on va appeler. On parle des revenus d'ARENA, c'est-à-dire que j'ai là-dessus un écart positif de 100 000 $ au niveau des arénas. J'ai un écart positif au niveau de la piscine aussi, ou du centre aquatique de 100 000. Il faut avouer, par contre, que la façon que j'ai réparti le revenu qu'on avait budgété pour ces deux-là, je l'avais un peu réparti de la même façon comme l'an passé. Cependant, en faisant ça, j'ai commis un peu une faute, c'est-à-dire que l'an passé n'était pas une année normale. La première portion de l'année, il y avait encore un peu du COVID mêlé là-dedans. Donc, ça a créé des écarts positifs tout de suite, mais c'est quand même un 200 000 de plus que l'an passé, ce que je peux dire de ce côté-là. Le plus gros, c'est au niveau des permis de construction. On a un budget de 500 000, donc de 125 000 pour le premier quart, donc je divise par 4. Puis, au lieu, j'ai proche de 400 000 de revenus de permis de construction. Donc, c'est vraiment une belle écart de ce côté-là de 250 000 environ. C'est pas mal ça qui est les gros du montant de 640 000. Il y a d'autres petits montants, comme on a reçu, exemple, on a acheté un pont au niveau du parc Rotary pour le cycliste, mais le cycliste a contribué à 20 000 $ là-dessus. Donc, ça, c'était un 20 000 de revenus que je n'avais pas budgété. On a aussi fait une étude sur le stationnement avec Expansion Dieppe, et Expansion Dieppe nous a remboursé à 15 000 sur cette étude-là. Ben, ça fait partie des autres revenus que je n'avais pas budgétés. Donc, c'est des petits montants ici qui s'additionnent, qui viennent à faire une belle écart positive. Maintenant, au niveau des dépenses. La première ligne, on parle des salaires. Comme vous pouvez voir, les salaires, on a un budget quand même de 22 millions. Jusqu'à date, je m'attendais à avoir 5,38 millions. On en a pour 4,6. Donc, un écart positif de 780 000 pour le premier quart. Il y a c'est pratiquement les mêmes explications comme je vous ai donné la semaine passée, c'est-à-dire qu'on a plusieurs postes vacants ou des postes qui n'ont pas encore été comblés à cause des personnes sont parties. Les nouveaux postes, comme des raisons qui ont été acceptés au budget 2023, mais ils n'ont pas été comblés journée 1, donc ça prend un peu de temps, qui veut dire que ça crée des surplus de ce côté-là aussi. Mais il y a aussi l'effet que le budget est basé sur les salaires 2023 versus que le réel que les employés présentement sont payés sont au salaire 2021, étant donné que les négociations ne sont pas encore terminées, qui fait en sorte que ça crée aussi un écart positif, mais celle-là, c'est un écart temporaire.
C'est-à-dire, aussitôt que les négociations sont terminées, l'écart devrait se fermer de ce côté-là. Au niveau des commissions externes, on peut voir un petit déficit de 130 000. Donc, un budget à date de 1,73 versus 1,85 réel. Vraiment, il y a deux choses ici qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire que le paiement à Expansion Dieppe, qui est une commission externe, on a payé 2 paiements. Donc, on a payé l'équivalent d'une demi-année dans le premier quart, qui, donc, veut dire qu'on a dépensé un 250 000 de plus que le budget, mais ça va, comme des raisons, s'effacer au cours de l'année, l'écart, c'est-à-dire. Et puis, l'autre, ordinairement, on payait le Capitole en début d'année, mais là, je me suis aperçu un peu après que le Capitole, j'aurais dû étirer le budget un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on le paye au mois de juin et au mois de septembre, je pense, à peu près à part égale. Donc, ça a créé pour l'instant un écart positif, mais encore là, on parle de timing de ce côté-ci. Pour les autres dépenses, c'est pas mal, on est pas mal à la cible. À part d'être dernière que les autres dépenses, donc on pensait où les prévisions jusqu'à date étaient de 3,76 millions au niveau des budgets, puis j'ai un 3,22 millions à date, donc un 540 000 positif. Là, je vous dirais, c'est pas mal du timing à ce côté-ci. Je me suis beaucoup concentré sur les plus grosses dépenses, donc les plus petites, on les met pas mal sur 12 mois, mais lorsque c'est que je fais ça, ça veut aussi dire à ce moment-là qu'il y a des dépenses qui se font plus en été, exemple, et non au début de l'année, comme au niveau des loisirs, par exemple, ou au niveau de communication, ces choses-là, qui font en sorte que là, j'ai budgété plus de dépenses que le réel. Mais encore une fois, c'est une question de timing, puis ça devrait s'enlever un petit peu aussi, l'écart s'effriter un petit peu au courant de l'année. Donc, ceci, ça termine au niveau du fonds de fonctionnement général. Cependant, qu'est-ce que je rajouterais là-dessus? C'est sûr qu'on peut voir qu'il y a quand même des bons écarts qui sont en train de se faire, tant au niveau des revenus qu'au niveau des dépenses. Là, tout de suite, on est encore tôt dans l'année, c'est sûr, mais il y a quand même... Il faut commencer quand même à déjà réfléchir qu'est-ce qu'on va faire avec ces surplus-là si ils arrivent réellement. Une des choses, un de mes objectifs surtout, c'est au niveau de l'emprunt. Pour la dernière fois, ou pour l'avant-dernière fois, je devrais dire, on a un refinancement d'emprunt. Au niveau du général, on parle de 1,65 million, puis tantôt, je vais parler un petit peu de l'eau et l'égout, mais on parle de 750 000 de ce côté-là. Donc, c'est quand même un 2,4 millions qui est dû à être refinancé, que, sais-tu quoi, si on a ces surplus-là, ça pourrait être une bonne option de juste les payer, puis surtout du fait que les taux d'intérêt sont quand même assez hauts, donc, et ça aurait un effet positif sur la dette comme de raison. Donc, c'est une des choses que j'aimerais bien faire de ce côté-là. Avez-vous des questions à ce moment-ci pour le fonds de fonctionnement général? Madame Godbout. Merci. En essayant d'interpréter, on a fait une dépense cette année qui était peut-être déjà extraordinaire avec l'achat d'un terrain. Alors, comment est-ce que cet achat-là serait reflété dans les chiffres que tu nous présentes? Vous ne le verriez pas parce que ce montant-là est au niveau des immobilisations et non du fonctionnement général. On va le voir l'année prochaine. Exact. Okay. Merci. Autre question? On continue? Mm-hmm. Donc, au niveau de... Oups. Et voilà. Au niveau des revenus ou des budgets, c'est-à-dire de l'eau et l'égout, on peut voir qu'on avait un budget annuel de près de 15 millions. Les revenus, pour l'instant, démontrent un surplus de 120 000 $ et les dépenses, eux, démontrent un surplus d'environ 190 000 $. Donc, ça s'oriente pour l'instant à 310 000 pour le premier quart. Je vais y aller plus en détail maintenant. Donc, l'écart au niveau des revenus est vraiment au niveau du tarif d'eau et d'égout, c'est-à-dire les revenus qui sont tirés des tarifs d'eau et d'égout. Le 140 000 est un peu comme j'ai expliqué la semaine passée aussi. J'avais budgété un montant d'unités qu'on allait vendre durant l'année, donc un montant d'unités qui, une unité égale une maison ou une unité égale 240 mètres cubes pour ceux ou les compagnies, je devrais dire,
qui ont un compteur d'eau. OK? On voit un écart positif des deux côtés, c'est-à-dire autant au niveau des personnes ou des unités à taux fixe versus ceux à taux variable, qui est justement de bon égard, puis c'est ça qui crée cet écart positif-là. Cet écart positif-là devrait justement continuer à grossir durant l'année, ce qui pourrait nous aider à, comme je disais tantôt, à financer le refinancement qui est dû au niveau de l'emprunt de 750 000. Au niveau des autres revenus, on peut voir une légère diminution, ou je devrais dire à ce moment-ci un petit déficit de 20 000 $, donc c'est rien d'alarmant de ce côté-là. Donc c'est un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des revenus. C'est vraiment le montant d'unités a été sous-évalué versus vraiment le nombre de constructions, de nouvelles constructions qu'on a à la ville de Dieppe, qui est vraiment qu'on peut voir dans les chiffres réels. Au niveau des dépenses, bien, les salaires, c'est pratiquement les mêmes explications comme j'ai donné tantôt, c'est-à-dire la rétro, les postes vacants, entre autres. Au niveau des commissions externes, on peut voir qu'on avait un budget de 91 000 à date, ou je devrais dire 910 000, excusez, et on a un 890 000. Donc, une légère surplus de 20 000 pour l'instant. On parle ici de l'achat d'eau. L'achat d'eau, j'avais divisé le montant sur 12 mois, mais en réalité, les 3 premiers mois de l'année, on utilise un peu moins que durant l'été. Donc, on devrait peut-être arriver plus égal à 0, peut-être même un petit peu négatif à ce que je peux voir jusqu'à date, parce que notre consommation d'eau de la ville de Moncton est en hausse de 4 % et moi, j'avais estimé environ 2 %. Donc, on devrait avoir un léger déficit de ce côté-là d'ici la fin de l'année, si la tendance se maintient comme des raisons. Au niveau de l'opération et entretien, présentement, on voit un léger surplus de 50 000, probablement un peu du timing, donc ça devrait, on va voir un peu plus loin durant l'année qu'est-ce que c'est que ça va arriver de ce côté-là. Les autres dépenses, on parle capital d'opération, service de la dette, et les autres dépenses sont toutes on par, donc on atteint la cible de ce côté-là. Ça termine, Monsieur le maire, ma présentation. Merci. Questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions suite à cette deuxième partie? Aucune question de la part des membres du conseil? Commentaire, Monsieur le directeur général? Tout est beau? Alors là-dessus, ouais. Là-dessus, je pense que c'est pas mal là qu'on est. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci.